J'avais un problème technique sur ma machine, hein. Euh, Désolé énormément. Que- Bon, nous commençons ce nouveau chapitre, troisième chapitre, qui traite les mécanismes de communication dans les systèmes distribués. C'est-à-dire, dans ce chapitre, on va présenter les différentes méthodes, les différents mécanismes qui va nous permettre en tant que concepteur des systèmes distribués, des applications distribuées, ou bien des développeurs, voilà, qui va nous permettre, bien sûr, ces mécanismes, d'établir une communication entre plusieurs parties du système. Les parties du système sont distribuées, soit c'est des parties d'une application, voilà, qui se trouve sur plusieurs machines, voilà, comme le cas de, par exemple, l'architecture client-serveur, une partie qui se trouve sur le serveur, une partie sur le, la partie, bien sûr, la partie utilisateur, ou bien dans les systèmes d'architecture peer-to-peer, voilà, comme nous avons déjà présenté dans le chapitre précédent, voilà, quand on a abordé les différentes architectures. Donc, exactement, dans ce chapitre, on va aborder les mécanismes qui vont nous permettre, voilà, de faire communiquer plusieurs objets, plusieurs parties d'un système, hein, répartis sur plusieurs machines. Généralement, voilà, généralement, pour faire communiquer plusieurs parties d'un système réparti, on a c'est-à-dire quatre méthodes à utiliser. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de messages, ce qu'on appelle passage de messages. C'est-à-dire quand une partie A veut communiquer avec une deuxième partie B du même système, dans la même application, voilà, la communication se fait à travers un message. Un message, généralement un message, j'envoie un message comme c'est une requête, voilà, voilà. Et la deuxième partie B reçoit la requête, exécute bien sûr la requête et euh, répond à cette requête. Donc la partie client va recevoir la réponse. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de vous expliquer, vous présenter, c'est-à-dire les concepts théoriques et en même temps, je vous donne un parallèle, c'est-à-dire si on voudrait réellement programmer, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Quel est l'outil qu'on utilise pour programmer telle ou telle méthode? Là, donc l'utilisation de messages. La deuxième technique, c'est appel de procédure à distance, ce qu'on appelle les PRC, Remote Procedure Call. D'accord? Comme vous savez, tout un programme utilise plusieurs procédures. Voilà. Et les procédures soient liées au système qu'on voudrait développer, c'est-à-dire, nous, quand on développe le système, on va le développer sous forme de, de plusieurs procédures, plusieurs fonctions. D'accord. On a la, pardon, on a le programme main, par exemple, et le programme main utilise plusieurs procédures. C'est-à-dire, les, pardon, les procédures utilisées, voilà, 100% développées par nous-mêmes. Sinon, on peut même, dans notre système à développer, on peut faire appel à des procédures qui sont déjà développées. Développées par nous-mêmes parce qu'on a déjà développé un projet, soit développé par d'autres personnes. Hein. Supposons que nous avons, c'est-à-dire une procédure open, hein, free à l'utiliser, à l'utilisation, donc on peut l'utiliser. D'accord? On peut l'utiliser, mais l'essentiel, c'est-à-dire l'hébergement ou bien le serveur qui héberge cette procédure est accessible. C'est ça. Hein? Voilà. Donc, on va voir c'est quoi cette PRC.
Voilà. En troisième méthode de communication, c'est l'utilisation de l'appel de méthode distante, ce qu'on appelle RMI, Remote Method Invocation. Les RMI, hein, la troisième méthode et la deuxième méthode sont presque similaires. Il y a une petite différence. Le RMI, avec le RMI, on peut invoquer des objets, d'accord? C'est-à-dire, il y a un objet, hein, en termes de programmation, un objet qui se trouve dans un serveur qui se trouve dans une autre machine. Donc, on peut l'invoquer à distance. On peut l'exécuter à distance. Au lieu de développer localement dans le même système, voilà, il y a plusieurs objets distribués, donc on peut faire appel à ces objets. Donc, en utilisant RMI. En plus, RMI, c'est une spécification Java. C'est une spécification Java. Hein. Il y en a d'autres, bien sûr. RPC, RPC donc, exécute les procédures à distance. On va détailler, bien sûr, chaque point. Le dernier point, c'est communication par flux. Par flux, c'est-à-dire, quand on dit par flux, c'est-à-dire le streaming, hein, un stream-oriented communication. Et dans ce cas, la seule chose à prendre en considération, c'est la partie qualité de service dans ce cas. Et quand on programme ça, quand on utilise dans notre système des applications ou bien une partie du système qui communique avec ce qu'on appelle donc streaming. Donc, quand on développe ça, donc il faut réserver les ressources nécessaires pour faire cette communication, surtout la bande passante et le mode de communication. Est-ce que synchrone ou asynchrone? De toute façon, on va revenir à ça. On va commencer par le premier point. Le premier point, c'est-à-dire faire communiquer plusieurs parties du système réparties, voilà, distribuées dans un réseau en utilisant donc les messages. En utilisant des messages, donc un message contient des paramètres d'entrée, voilà, envoyé comme c'est une requête. Le client envoie une requête à un autre client, à un autre serveur. Voilà. Le message contient des paramètres. Voilà. Le serveur, quand il reçoit le message, voilà, récupère les paramètres de ce message, vérifie le message, exécute donc la procédure nécessaire, ou bien la fonction nécessaire, ou bien le service nécessaire selon la requête. Voilà. Et en utilisant les paramètres d'entrée, voilà, on récupère les résultats et on va construire un autre message. Voilà, un message de réponse avec les paramètres, avec d'autres paramètres. Les paramètres de message de réponse, ce sont les valeurs du résultat, bien sûr. Voilà. Donc, un scénario typique, c'est l'exemple de modèle client-serveur. Donc, une communication passe par des messages, bien sûr, de demande et de réponse. Voilà. Et généralement, un système, quand on parle de communication par message, bien, dans les systèmes répartis, un système réparti, dans ce cas, il est structuré comme un groupe de processus. Hein, c'est des objets, voilà, qui se trouvent sur un serveur appelé serveur, parce que le fait que le processus, il est là sur une machine et attend les requêtes, ce message est appelé, enfin, cet objet ou bien cette machine est appelé un serveur, parce qu'elle va servir, hein, d'autres clients. Là, parce que l'objet, elle est là, elle attend les requêtes pour répondre aux requêtes des clients. Donc, cette machine ou cet objet, hein, on peut l'appeler comme si un serveur. Voilà, parce qu'elle va fournir des services aux clients. Voilà. Voilà, donc dans ce schéma, comment schématiser la communication par message. Vous avez un client, vous avez un serveur relié à travers un réseau. Donc, c'est des parties euh, réparties, hein, éloignées, reliées par un réseau. Le client forme une requête, voilà, envoyée au serveur, envoyée au serveur, et le serveur répond, forme, bien sûr, exécute la requête, forme une autre message et répond à la requête du client. En termes de programmation, donc en utilisant les
les fonctions send receive. Send pour envoyer la requête au serveur et receive attend la réception de la réponse. Regardez, côté serveur aussi utilise la fonction receive pour recevoir et la requête, exécute bien sûr les opérations nécessaires ou bien exécute le service demandé. Après, on récupère les résultats et utilise aussi pour répondre au client la, la- la fonction send. Send pour envoyer la réponse au client. Hmm. À votre avis, la communication dans ce cas, c'est une question, hein? La communication dans ce cas se fait en mode synchrone ou bien asynchrone? Une question, s'il vous plaît. Asynchrone, ok, la première réponse. Voilà. Donc, Monsieur Segni a indiqué que la communication se fait en mode asynchrone. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Juste pour discuter, hein, c'est-à-dire et pour bien comprendre. Donc, ici, Salim, synchrone. Donc, oui, asynchrone. Donc, بالعربي, c'est répond donc la même réponse. Le premier étudiant, c'est asynchrone. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a deux, c'est-à-dire, euh, il y a plusieurs réponses. Certains, euh, c'est-à-dire, répondent, c'est-à-dire en mode synchrone, hein, c'est-à-dire en utilisant le mode synchrone, et certains d'autres, hein, ils disent que le mode de communication utilisé, c'est le mode asynchrone. Et donc, la réponse, les deux réponses sont justes, elles sont correctes. C'est-à-dire, on peut utiliser le mode synchrone et le mode asynchrone. Et je vous annonce qu'il y aura une autre présentation, mais une autre présentation, mais dédiée Tipeee, hein. C'est spécialement Tipeee, Tipeee, troisième Tipeee. On va présenter en détail cette partie. Parce qu'en réalité, quand on programme ces send, receive, ces fonctions, c'est-à-dire on est en train d'utiliser les sockets. D'accord? Donc, vous voyez, cette partie en mode de communication par message, hein, c'est l'équivalent à l'utilisation en mode programmation, à l'utilisation des sockets. Et quand on utilise le mode de programmation par message, communication par message, pardon, donc en utilisant des sockets, voilà, il y a les deux modes, le mode synchrone et le mode asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique rapidement. Le mode synchrone, c'est-à-dire quand le client envoie une requête au serveur, le serveur, hein, il faut d'abord vérifier que le serveur, il est là, hein, il écoute, il est en mode écoute et attend les requêtes des clients. Voilà. C'est-à-dire si le serveur il n'est pas connecté, hein, et il n'est pas en mode d'écoute, donc c'est-à-dire la requête sera bien sûr, sera ignorée. C'est ça le mode synchrone. Synchrone, c'est-à-dire il faut d'abord vérifier que le client et le serveur on se met d'accord sur la communication. Voilà, la vérification des deux parties, surtout côté serveur, le client doit vérifier que le serveur il est là, donc il envoie la requête et le serveur va répondre. C'est-à-dire si le serveur était connecté, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas récupérer après la requête et envoyer le... Non. D'accord. Et quand on parle de mode asynchrone, non. Asynchrone, c'est-à-dire on n'est pas obligé de vérifier que le serveur il est connecté. On peut envoyer la requête et dès que le serveur, bien sûr, se connecte, il peut nous répondre. C'est ça. Et dans le mode asynchrone, généralement, on exige les accusés de réception. D'accord? Quand j'envoie un message, il faut que la partie serveur accuse la réception de la requête. Et quand le client aussi reçoit la réponse, il doit accuser la réception de la réponse. Voilà. Du serveur, bien sûr. D'accord?
Et en termes programmation, c'est-à-dire soit l'utilisation, quand on utilise les sockets en mode TCP, bien en mode UDP. Le mode TCP synchrone, le mode UDP asynchrone. D'accord? Là, c'est tout dépend du protocole de communication, bien le protocole de transport utilisé. D'accord? Le mode, le protocole de transport utilisé. Si on utilise le protocole TCP, on est dans le mode synchrone. Si on utilise le protocole UDP, on est dans le mode asynchrone. De toute façon, comme je vous ai dit, il y aura une présentation dans l'UTP. Voilà. Soit c'est moi qui fais la présentation, qui vous présente cette partie, soit l'assistante de l'UTP. De toute façon, on va voir. Peut-être ce samedi, hein, après-demain. D'accord. C'est-à-dire en détail, techniquement, comment programmer une socket. D'accord? Je répète, voilà, donc, l'utilisation des sockets pour réaliser le mode de communication par message. Et ce mode de communication utilise deux types de communication, synchrone et asynchrone, selon le protocole de communication. Le protocole qui représente la couche de transport, soit TCP ou bien UDP. Si vous utilisez TCP, donc c'est synchrone. Si vous utilisez UDP, c'est asynchrone. Est-ce que c'est clair pour cette réponse? C'est bon? Très bien. Ok. Voilà. Un résumé, hein, je vous donne un résumé sur comment vous avez déjà concrétisé en programmation ce mode de communication par message. Donc, comme je vous ai dit, vous utilisez les sockets. Quand on dit les sockets, c'est-à-dire il y a des sockets clients et des sockets serveurs. Tout dépend du protocole de communication utilisé. D'accord? Je vous donne donc juste une idée globale en attendant la présentation de l'UTP. Donc, côté client, il faut instancier une socket. Hein? Instancier l'objet socket. Regardez, socket S égale new socket. Mais il faut obligatoirement préciser l'adresse du serveur avec lequel vous voulez, vous voulez communiquer. C'est l'adresse du serveur. Regardez, c'est la 192, 168, 1, 23. C'est l'adresse du serveur. En plus, il y a un deuxième paramètre que vous devez spécifier, c'est le numéro de port utilisé. C'est le numéro de port utilisé. Et comme vous savez, il y a des ports, il y a plusieurs ports qu'on peut utiliser. Il y a des ports open, c'est-à-dire euh, qu'on peut utiliser. Il y a des ports spécifiques qu'on ne peut pas utiliser. Il y a des ports réservés, réservés. Voilà. Donc, on peut utiliser les ports non réservés. D'accord? Il faut utiliser le même port. Hmm. Pourquoi le port? Le port, il est vraiment important parce qu'en termes de réseau, si le port est fermé, on ne peut pas établir cette communication. Si vous avez programmé une application client-serveur bien distribuée basée sur les sockets et vous avez utilisé un port et ce port est fermé soit côté client ou bien côté serveur, voilà, la communication ne sera jamais établie. D'accord? Donc, il faut instancier l'objet Java, pardon, l'objet socket. hein. Socket, comme si vous avez instancié une fenêtre ou bien une porte côté client. Euh, euh, voilà, et pour dialoguer avec euh, une entité externe. D'accord? Donc, vous avez spécifié l'adresse IP du serveur et le numéro de port. Le numéro de port, généralement, comme je vous dis, c'est-à-dire le numéro de port, est-ce que le numéro de port protocole TCP ou bien UDP, on verra après, hein? On verra après, mais c'est un numéro de port. On verra comment, c'est-à-dire faire la différence quand on fait la programmation. Est-ce qu'on est en train de programmer avec le protocole TCP ou bien le protocole UDP? On verra dans la présentation
qui sera, c'est-à-dire euh, présenté le jour de Tipeee. D'accord? Voilà. Euh, Après, une fois vous avez instancié ça, vous avez instancié la socket, la S. Automatiquement, regardez ce que vous avez créé. Vous avez créé l'objet S, hein, qui est une socket ou bien qui est un socket, ça dépend. Des fois, on utilise le mot socket en féminin, des fois en masculin. Voilà, parce que c'est un mot en anglais. Voilà. Donc, le socket ou bien la socket S, voilà, l'objet S. Voilà. Et avec l'objet S, on peut utiliser, voilà, deux méthodes. Bien. Regardez, get output stream et get input stream. D'accord? Get output stream et get input stream. Regardez ici. Donc, juste après l'instanciation de la socket, voilà, on utilise donc d'autres objets input stream et output stream. Voilà. Donc, regardez, instancier les getPutStream. GetPutStream, c'est pour la lecture, pour recevoir les réponses. OutPutStream, c'est pour formuler la requête. D'accord? Regardez, OS, c'est getOutPutStream, os.write 20 hours. C'est-à-dire, on va écrire 20 hours. On va envoyer 20 hours. Et automatiquement, voilà, regardez, regardez les, 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 les objets que vous avez utilisés, c'est OS, c'est is. OS, c'est pour la formulation de la requête, mais qui doit être relié avec l'objet qui permet de recevoir, c'est-à-dire de lire la requête côté serveur, et l'objet qui permet de lire côté client doit être relié avec l'objet qui permet d'envoyer la réponse côté serveur. Voilà. Voilà. Donc, côté serveur, la même chose. Donc, il faut instancier une socket, l'objet socket serveur. Regardez, mais côté serveur, on n'a pas obligé de spécifier l'adresse IP des clients parce que le serveur communique avec tout le monde. Donc, instancier l'objet SS qui est un socket, mais il faut spécifier le numéro de port, hein, qui soit le même, qui doit être le même, 1234. Voilà. Après, il faut utiliser, instancier les deux méthodes, donc read the write, hein, c'est-à-dire les objets getInputStream et getOutputStream. Voilà. Hein. Regardez. Donc, on récupère le isRead dans la valeur MB. On exécute le service. Regardez, c'est quoi le service? Le service, par exemple, on va multiplier la valeur 23 fois 2 côté serveur. Donc, on a envoyé la valeur 23 au serveur. C'est une simple opération. Voilà. Pour faire l'opération de multiplication fois 2. C'est ça le service. Voilà. Donc, le serveur il récupère la valeur de requête, de la requête envoyée par le client. Regardez, la requête, c'est quoi? C'est os.write23. OS côté client est relié avec le get input stream, c'est is. Regardez ici. Donc, is.read, voilà, est récupéré, la valeur est récupérée dans la variable NB. Voilà, voilà. On exécute l'opération NB fois 2. On met le résultat dans la variable rep et on va construire le message à envoyer comme une réponse, la réponse. Donc, c'est os.write2wrap. Voilà, c'est get output stream. Get output stream, c'est os, c'est get output stream. Regardez, voilà, est relié avec la, la, l'objet is qui permet de récupérer les réponses. Voilà, regardez ici, côté client. Voilà, on peut. Oui, il y a une réponse, il y a une question? Non? C'est bon, c'est bon, les gens? Très bien. OK. D'accord. Donc, côté client, la même chose. Regardez. Donc, rep égale is.
voilà, read pour récupérer donc la valeur rep et bien sûr output, system output, enfin out .println pour afficher le résultat. La fonction que vous utilisez toujours. Est-ce que c'est clair? C'est juste pour vous expliquer, hein. C'est juste pour vous expliquer la démarche de l'utilisation des sockets qui représentent le mode de communication par message. Voilà pour cette partie de communication par message qui est basée sur les sockets. Voilà, sachant que, comme je vous ai dit, il y aura une autre présentation purement technique, voilà, qui sera présentée le jour de TP, soit donc sera présentée par moi-même, soit par donc l'assistante de TP qui va vous présenter la, la, la présentation, voilà, de cette partie enquête, c'est-à-dire avant de démarrer le troisième TP. Concernant le Tipeee, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, c'est-à-dire, de réaliser. C'est pas vous n'êtes pas obligé, il faut les réaliser. Mais c'est-à-dire avec l'assistant Tipeee n'est pas obligé de faire tous les exercices de Tipeee. Il faut cibler, hein, déjà je lui ai parlé. C'est-à-dire il faut cibler quelques exercices, voilà, et laisser les étudiants réaliser les autres exercices. Très bien. Donc, la deuxième partie, c'est Remote Procedure Call. C'est toujours un mode de communication dans les systèmes répartis et donc dans les applications réparties, RPC. RPC, toujours, il y a deux parties, hein. Je vais vous présenter les choses, c'est-à-dire comme si on est local. Et après, on va faire la différence, voilà, parce que si on est dans un système réparti. Donc, l'application, quand vous utilisez c'est-à-dire les appels de procédure, l'application est structurée en deux parties. La partie principale, euh, main, le programme main, et un ensemble de procédures. Voilà. Donc, le programme principal et les procédures sont compilées et liées, bien sûr. Durant l'exécution, le programme principal appelle les procédures en transmettant bien sûr des paramètres. Regardez, vous avez le programme principal, commence de début et se termine par fin. OK? Et ici, il y a la procédure A et après, il y a la procédure B. C'est-à-dire ici, il y a un appel vers la procédure A qui va être exécuté jusqu'à la fin. Une fois l'exécution de la procédure A est terminée, donc le, le programme principal peut continuer. Voilà, il peut faire un appel, donc il peut appeler d'autres procédures, par exemple la procédure B, et la même chose. Voilà, donc les procédures s'exécutent, voilà, et retournent les résultats, voilà, dans les paramètres de sortie. Voilà, très bien. Donc, le programme principal appelle la procédure en utilisant des paramètres d'entrée. La procédure sera exécutée, voilà, et à la fin, quand la procédure est exécutée et terminée, le résultat sera envoyé sous forme, bien sûr, des paramètres de sortie, voilà, vers le programme principal. Voilà, comme c'est la programmation procédurale. Comme si on est en train d'utiliser comment dirais-je, euh, une application centralisée et non distribuée, voilà, qui s'exécute sur une seule machine. Si on voudrait maintenant distribuer cette application, voilà, on peut héberger la procédure A sur une machine et la procédure B sur une autre machine, le programme principal sur la troisième machine. Relier les trois machines à travers un réseau. Voilà. Et donc, si on utilise cette architecture, on est en train d'utiliser la PRC. Donc, à travers le programme principal, le client va appeler la procédure A après la procédure B. On va expliquer voilà, en détail après. Regardez,
Maintenant, donc, vous avez le programme principal, généralement, il se trouve sur la partie client. Voilà. Vous pouvez imaginer que vous avez une application et la partie client, c'est c'est-à-dire interface. Interface à travers lequel, ou bien laquelle, le client peut dialoguer avec le serveur, peut, c'est-à-dire invoquer plusieurs services. Les procédures sont hébergées au niveau du serveur. D'accord? Maintenant, c'est clair. C'est-à-dire, mais comment on va réaliser tout ça? On a vu dans le premier mode de communication, c'est à travers les sockets. À travers les sockets. Et dans ce cas, on va utiliser la communication par message. Hein? C'est-à-dire par message. D'accord? C'est-à-dire la procédure se trouve dans des sockets serveurs. Cette procédure B se trouve dans un socket serveur et les requêtes vont être envoyées à travers les sockets. Mais c'est bon. On est dans un autre mode qui est basé sur les procédures, hein, les PRC, l'utilisation des procédures appelées des procédures à distance, voilà, qui n'utilisent pas les sockets. Voilà. On va voir après comment, c'est-à-dire techniquement, réaliser ce genre de communication. Donc, le programme principal se comporte comme un client et l'ensemble des procédures, voilà, se comporte comme c'est des services disponibles sur un serveur. Regardez, pour réaliser ça, il faut l'utilisation, ce qu'on appelle des middleware. Les middleware, hein, qui assurent la communication entre le client et le serveur. Quand on dit middleware, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ce qu'on appelle les middleware basés sur le standard IDL. Hein? Regardez, c'est IDL. Hein? Interface Development Language. D'accord? C'est des interfaces qui se trouvent, c'est-à-dire standardisées qu'on peut utiliser. Et dans ce cas, quand vous utilisez ça, les middleware basés sur la programmation Interface Development Language, voilà, il faut programmer deux choses. Il faut programmer le step client et le step serveur. Vous voyez, au lieu de programmer les sockets, voilà, on va programmer deux choses, hein, principales, qui est le step client et le step serveur. Et la communication, bien sûr, la programmation se base sur ce qu'on appelle interface, hein, qui vont être décrits sur l'interface EDL, hein, et la communication sera bien sûr assurée par le middleware RPC. Au lieu d'utiliser les adresses IP et les ports, hein, voilà, on va programmer un niveau un peu haut, hein, parce que la programmation en utilisant les sockets, c'est la programmation niveau bas. Si on ne voudrait pas utiliser les sockets, les adresses IP, les ports, etc., on peut utiliser ces middleware, hein, ces RPC. Les RPC qui sont basés sur les interfaces IDL, hein, Interface Development Language. D'accord? Il faut programmer deux parties vraiment importantes. C'est le step client et le step server. D'accord? Bon, dans le TP, on ne va pas manipuler ça parce que généralement, actuellement, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut utiliser peut-être plus, c'est-à-dire évoluer par rapport à ça. Donc, soit on utilise les sockets niveau bas, soit en utilisant, par exemple, euh, le, c'est-à-dire les RMI Java ou bien d'autres choses. On verra. D'accord? Mais il faut c'est-à-dire qu'on vous présente ça pour comprendre, c'est-à-dire les différents modes de communication. Regardez un exemple. Regardez un exemple. Vous avez un programme, voilà, un programme principal, voilà, qui appelle deux autres procédures. Procédure addition, voilà, avec trois, bien sûr, paramètres, hein, x1, x2, résultat, voilà. Il fait l'addition entre x1 et x2, regardez. Donc, on fait l'appel de la procédure addition, voilà, pour faire la somme de x, y, donc c'est la valeur 1 plus 2,
et un autre procédure de multiplication qui fait la multiplication entre x et y, donc 6 fois 3. Et on récupère le résultat. Regardez, regardez la procédure. Programme addition, c'est x, y avec les mêmes paramètres, 3 paramètres, 3 paramètres. Total reçoit x plus y. Automatiquement, le total sera récupéré dans la variable résultat, côté client. La même chose côté multiplication, donc x, y, donc total reçoit x fois y. Le résultat de x fois y sera récupéré dans la variable totale et total correspond au paramètre résultat à la côté serveur. Donc, comment faire communiquer, comment réaliser tout ça? Il faut bien sûr développer, voilà, l'interface middleware. Développer l'interface middleware qui va vous permettre de regarder, c'est-à-dire ce qui existe entre le client et le serveur, c'est cette interface. Dans l'interface client, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la procédure, voilà, addition. Voilà, on va donc injecter la valeur de x, la valeur de y, on va récupérer le total directement. Voilà. Mais il faut d'abord, bien sûr, en termes de programmation, il faut programmer le step client et le step serveur. Le step client pour communiquer, c'est-à-dire préciser le service, c'est-à-dire la procédure à exécuter et les paramètres de cette procédure. Le step client serveur pour récupérer les paramètres et bien sûr sélectionner le service demandé. Voilà. Et récupérer le résultat et envoyer le résultat au client. Hein, vous pouvez imaginer, pour vous simplifier les choses, vous pouvez imaginer que entre le client et le serveur, il y a cette interface. Cette interface. Après, les choses, bien sûr, on fait abstraction à toute autre communication entre serveur et client. Donc, c'est facile quand même. On a facilité le mode de programmation et le mode de communication. Et surtout le mode de programmation parce qu'on parle de la programmation réseau. Et dans ce cas, on n'est pas obligé de préciser ni l'adresse IP du serveur, ni, ni le port de communication. Tout ça sera prendre en considération, sera pris en considération, pardon, par donc la middleware. Donc côté client, si vous voulez, euh, il faut que côté client doit utiliser une interface qui porte le nom de la vraie procédure, hein, la vraie procédure qu'elle remplace. Dans l'illusion, c'est ça l'interface, hein, côté client. Dans l'illusion au programme principal que la procédure est bien locale. C'est-à-dire, comme c'est côté client, c'est-à-dire le client, il ne va pas sentir qu'il est en train d'exécuter la procédure à distance. Hein. Il faut que cette interface, cette middleware, donne l'illusion au client que le programme qu'il est en train bien le service qu'il est en train d'exécuter s'exécute localement. D'accord? On remplace le code de la vraie procédure par un autre code. C'est-à-dire, au lieu d'exécuter directement la multiplication ou bien l'addition, voilà, on va remplacer le code, hein, côté client, pardon, côté client ici, hein, au lieu d'exécuter exactement, c'est-à-dire le code de la procédure addition ou bien multiplication, je parle côté client, voilà, on va remplacer le code par un autre code, hein, par un autre code, voilà, c'est qui permet de dialoguer avec la middleware, donc qui gère la connexion avec la middleware et qui permet de transmettre surtout, c'est-à-dire euh, les, les, les paramètres de cette procédure vers la machine où se trouve réellement la procédure. Hein. Parce que la middleware, c'est elle qui va prendre en considération, qui va prendre tout ça en considération. Hein. C'est-à-dire, pour comprendre, généralement, quand on parle de réseau, si on ne spécifie pas l'adresse IP, on ne peut pas joindre c'est-à-dire communiquer avec le,
avec la machine concernée. C'est ça. Nous avons un procédure qui se trouve dans un serveur. On voudrait exécuter la multiplication ou bien l'addition, la procédure. Ces deux procédures se trouvent dans un serveur qui a une adresse IP X. Voilà. À travers l'interface client, on voudrait communiquer, faire appel à ces procédures sans spécifier l'adresse IP du serveur. Est-ce que c'est possible? En termes réseau, c'est impossible. Il faut spécifier l'adresse IP de la machine. D'accord? Donc, si on spécifie l'adresse IP de la machine dans notre programmation, donc il faut passer par les sockets. Nous, on voudrait programmer en mode quand même un peu, c'est-à-dire n'est pas vraiment bas. Alors, on voudrait, c'est-à-dire programmer à un niveau élevé. Donc, comment réaliser ça? Utiliser la middleware RPC. RPC, voilà, donc, comment déjà on peut savoir que la procédure multiplication ou bien l'addition se trouve sur le serveur X. Voilà. Comment? C'est par l'utilisation des middleware. Et la middleware basée sur l'identification. C'est-à-dire qu'il faut identifier, il y a quand même après la middleware, bien sûr, communique avec les couches inférieures et utilise les adresses IP. Mais euh, comme si cette couche donc fait abstraction à tout ce qui est adresse, tout ce qui est port, etc. Mais nous, c'est-à-dire juste quand on spécifie, quand on programme le step client, on va préciser le ID du service. Voilà. Le ID du service, on va le communiquer, c'est-à-dire à la middleware utilisée, le RPC utilisé. Le RPC utilisé a bien sûr un tableau, comme c'est, donc il va identifier facilement l'identificateur de ce service. Il va automatiquement savoir sur quelle machine se trouve ce service. Il va communiquer la machine concernée pour, bien sûr, transmettre les paramètres et la requête et pour récupérer les résultats appris. D'accord? Bon, en termes de quelques caractéristiques de cette communication RPC, juste à votre avis, avant de parler, d'avancer, dans le premier mode de communication basé sur les messages qui utilisent les sockets, je vous ai posé la question, quel est le mode de communication utilisé? Est-ce le mode synchrone ou bien asynchrone? Donc, vous avez répondu. Donc, je vous ai donné la réponse et vous avez bien compris qu'on peut utiliser les deux modes selon le protocole de transport utilisé. D'accord. Très bien. Maintenant, pour le deuxième mode de communication RPC, qui est basé sur une middleware, qui fait une abstraction à tout ce qui est programmation réseau. Voilà. À votre avis, est-ce que la communication se fait en mode synchrone ou bien asynchrone? Vous pouvez répondre, hein, vous répondez selon ce que vous avez. Voilà, essayez de réfléchir et répondre. Voilà, même si c'est faux, hein. Pourquoi je pose ces questions? Je pose ces questions, c'est pour bien comprendre. Voilà. Et peut-être il y aura des questions, ce genre de questions dans votre examen. Peut-être il y aura des questions pareilles, je ne sais pas. À votre avis, est-ce que la communication dans ce mode de communication RPC se fait en mode synchrone ou bien asynchrone? Pardon. Je pense que c'est en mode asynchrone. C'est une première réponse. Là, je vérifie les réponses. Asynchrone. Ok. Donc, c'est mode asynchrone. Il y a une autre réponse? Ok, asynchrone. Ok. Donc, deux réponses. Donc, c'est Monsieur Belarbi et Monsieur
Ici, c'est ça. Ici, je pense. C'est libre. OK, c'est un mode asynchrone. Mhm. Effectivement, donc la communication se fait en mode asynchrone. Hein, asynchrone, pourquoi? Je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Si vous avez bien, donc, regardez. Bon, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire, tous les diapos donc, montrent que la communication se fait en mode asynchrone. Et peut-être ce diapo, c'est-à-dire explique, enfin, montre bien ce mode de communication. Regardez, donc le programme principal, c'est l'interface. Hein. Il y a l'utilisation de middleware entre le client et le serveur. Il y a le step client et le step serveur. D'accord. Donc, le client utilise une interface pour, c'est-à-dire provoquer, utiliser le service ou bien la procédure A. Et utilise aussi donc bien le même interface pour aussi appeler la procédure B ou bien le service B. Regardez, comme je vous ai dit, derrière cette interface, il y a un programme principal. Le programme principal s'exécute côté client. Le programme principal s'exécute donc en séquentiel. Une fois on fait appel à cette procédure, donc le programme principal hein, sera mis en attente. Sera mis en attente en attendant la récupération du résultat de la procédure A. Donc c'est pour ça la communication se fait en mode, euh, en mode synchrone ou asynchrone. Hmm, hmm, hmm. C'est le mode synchrone, pardon. Hein. C'est le mode synchrone. Pourquoi? Regardez. C'est le mode synchrone là. Euh, désolé, hein, je suis trompé. Le mode synchrone parce que quand le programme principal appelle la procédure A, voilà, hein, on met le programme principal se met en attente. Hein. Il ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer. C'est pas jusqu'à l'infini. Mais quand même, cette attente, donc peut-être on va utiliser un timer, un délai, voilà, pour mettre fin à cette attente. Si on ne reçoit pas aucune réponse. Voilà. Si on ne reçoit aucune réponse, donc il faut bien sûr continuer, par exemple, si le programme ne permet la continuation sans la récupération du résultat de A. Mais regardez, généralement, le programme principal s'exécute en mode séquentiel. On fait appel à la procédure A, voilà, pour ne pas attendre à l'infini. Donc, il faut que la communication se fait en mode synchrone. Il faut que le serveur, il est là, il reçoit la réponse, malgré qu'il y a des problèmes, hein, parce que on est dans l'architecture ou bien dans le système distribué. C'est-à-dire, malgré que le serveur, il est là, il est toujours là, à un moment donné, c'est-à-dire, euh, il peut ne pas répondre. Voilà, à cause de plusieurs problèmes à réseau. Voilà. Mais l'essentiel, cette communication se fait en mode synchrone. Voilà, synchrone pour vérifier que le serveur il est là, il répond. Voilà, on récupère le résultat et on continue l'exécution du programme principal. D'accord? Donc c'est en mode synchrone, pardon. Regardez, communication synchrone. Donc le client attend la réponse à son appel de procédure avant de continuer sans traitement. C'est ça. C'est ça la synchronisation. Parce que le client doit attendre. Bon, juste des caractéristiques concernant cette programmation, cette middleware, la réalisation de ce type de communication. Donc, le code du client et du serveur indépendant du système de communication. Voilà. Le client ne sait pas si la procédure est locale ou éloignée. C'est ça le rôle de middleware, parce que la middleware va, c'est-à-dire
fait abstraction à tout ce qui est communication réseau. Le code du client n'a pas, c'est-à-dire à préparer le message, ni à localiser le serveur, d'accord? Donc euh, c'est la middleware RPC qui va prendre en charge, bien sûr, la préparation du message de communication avec le serveur et localiser le serveur sur lequel le service demandé est hébergé, d'accord? Le système de dialogue entièrement externe au client, voilà, c'est ça, parce que il est externe, il est pris en charge par middleware, voilà, et au serveur, voilà, et décrit dans le langage spécifique dont je vous ai dit, hein. Donc, le système de communication entre les entités, client et serveur, ou bien si on est dans le mode P2P, c'est plusieurs clients. Donc, le moteur, enfin, le système de communication, il est externe au client et il est externe au serveur. Il est pris en charge par la middleware, voilà, à travers le langage spécifique IDL, voilà, à partir duquel est généré automatiquement le code nécessaire. Donc, la structure de communication constitue au moment de la compilation. C'est clair parce que c'est tout dépend du service demandé. Voilà. Et il y aura, bien sûr, quand vous faites la compilation, vous utilisez la middleware RPC et donc la, la structure de communication, voilà, sera construite au moment de compilation selon les services demandés parce que l'interface est fixe. C'est-à-dire, on ne peut pas changer l'interface. S'il y a plusieurs services à demander, il faut les prévoir à l'avance. Voilà. Il faut les mettre accessibles à travers l'interface à l'avance. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut développer plusieurs interfaces personnalisées. Voilà. Et donc, cette technologie RPC est standardisée, bien sûr, et inclut, bien sûr, la, la- le langage c'est-à-dire de développement, de Interface Development Language, plus les services nécessaires à la communication. Voilà. Donc, juste, ce diapo vous montre rapidement les principes de réalisation de ce mode de communication. Vous avez vous avez la machine cliente ou bien la partie cliente, hein. Donc, c'est le site, ce qu'on appelle la partie appelant et la partie appelée, le serveur. Regardez le programme client, voilà. À un moment donné, c'est ça le programme, regardez, il commence à partir peut-être de ça et se termine ici. Et il y a, ici, il y a un appel de procédure, hein, un appel de procédure. Voilà, regardez. Après, directement, on va exécuter la partie A. La partie A, il permet de faire ce qu'on appelle une opération d'emballage, mais toujours à travers une interface, hein, à travers une interface. Ce qu'on appelle le step client ou bien le talent, hein, le talent client. C'est ça le step client, c'est ça l'interface. Regardez, on fait un appel. Donc, euh, juste quand on fait un appel, il y aura l'exécution de la- la- l'étape A. L'étape A permet de faire un emballage. Qu'est-ce que ça veut dire un emballage? C'est la récupération des paramètres. Voilà. Après, il va construire le message à envoyer. Voilà, regardez. Voilà. Et envoyer directement le message au serveur. Le serveur, donc en exécutant l'étape B, il fait la récupération du message. Il exécute une autre opération, c'est l'inverse de l'opération emballage, c'est déballage. Déballage, c'est exactement pour dévoiler les paramètres utilisés, voilà, et connaître, identifier le service à exécuter. Donc, automatiquement, il va appeler, regarder, sur le serveur, le programme serveur, on va exécuter la procédure concernée par cette requête, soi-disant, donc l'étape C, avec les paramètres demandés. Une fois on termine l'exécution du service ou bien de la procédure,
bien sûr, on récupère les résultats. Il y aura une opération d'emballage des résultats. L'emballage, c'est-à-dire récupérer les résultats, mettre les résultats dans des paramètres, construire le message à envoyer, voilà, avec les paramètres de résultats, et exécuter, bien sûr, l'étape D qui va nous permettre d'envoyer le, le message comme réponse au client qui a envoyé la OK. Voilà. Donc, regardez le step client. Regardez d'abord, il y a deux, si vous voulez, il y a trois parties, hein, trois blocs, si vous voulez, côté serveur, côté client. Le bloc programme, le bloc step qu'on doit programmer parce qu'on est en train d'utiliser un middleware euh, RPC. Voilà. Dans ce step, donc il y a l'interface qui permet de récupérer, etc., les choses. Voilà. Et il y a le troisième bloc qui permet de faire la communication physique, hein. Mais on va rien faire ici. C'est uniquement la middleware qui va fonctionner comme ça. Voilà. Et donc, la même chose côté serveur. Le serveur, il y a côté service, hein, c'est-à-dire les programmes à exécuter, et regardez les deux blocs pour le service de communication. La même chose ici, les deux blocs pour le service de communication qui est basé sur la middleware RPC. D'accord? Donc, il y aura la communication entre le physique, entre le serveur et le client pour envoyer la réponse. Une fois le client, regardez, il est soumis en attente. Il est soumis en attente. Donc, c'est une communication synchrone. Une fois le client reçoit la réponse, voilà, il récupère les résultats et il continue l'exécution du programme, le reste du programme. C'est bon? Voilà, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, hein, dans ce diapo, ce qu'on a déjà expliqué dans ce diapo, hein. Après, le client réalise un appel procédural vers la procédure talent client. Talent, c'est step client, hein, transmission de l'ensemble des arguments. Donc, côté A, le talent collecte les arguments, ou bien le step client collecte, c'est-à-dire emballage, hein, les arguments et les assemble dans un message, ce qu'on appelle empaquetage ou bien emballage ou bien euh, on utilise aussi le mot marshalling. Un identificateur est généré pour le RPC. Un délai de garde est armé. Regardez, c'est le timer. Pardon, pardon, je ne vous ai pas expliqué ça. Donc, avant d'envoyer le message, la requête, un timer sera, c'est-à-dire déclenché pour ne pas attendre à l'infini. Après, le talentrant, enfin le step client, transmet des données au protocole de transport pour émission sur les réseaux. Mais où, voilà, c'est problème de détermination de l'adresse du serveur qui va prendre en charge pris en charge par le, la middleware. D'accord? La middleware. Côté, c'est-à-dire le serveur, le protocole de transport va délivrer le message au service RPC. Donc, c'est le serveur client, ce qu'on appelle donc le step client ou bien skeleton, le step serveur ou bien skeleton serveur, hein. Je vous donne plusieurs terminologies, hein. Donc, soit on le nomme step client, step serveur, skeleton client, skeleton serveur ou bien talent client, talent serveur. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, le point B, voilà, regardez le point B, c'est côté serveur. Le point B, donc le talent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissocier, hein, des arguments, voilà, pour récupérer bien sûr les arguments. Voilà, des pactages. Au lieu de faire un pactage, il va faire des pactages pour récupérer les arguments du message, identifier le RPC, l'identificateur du RPC est enregistré parce que l'identificateur RPC est spécifié par la requête côté client. Donc, quand on reçoit la requête, on va juste l'identifier.
Après, on va faire appel, ensuite, on va ensuite faire appel à la procédure distant, voilà, pour exécuter le point C, c'est-à-dire exécuter réellement le service demandé et récupérer, bien sûr, les paramètres, c'est le point D. Le point D va faire l'opération inverse, voilà. Donc, impacter les résultats dans un message, déclencher un délai de garde aussi, hein. Si on voudrait bien sûr, c'est-à-dire vérifier que, garantir, c'est-à-dire l'envoi de la réponse au client. On va aussi déclencher un timer pour attendre peut-être un accusé de réception comme ça. Le talent transmet les données au protocole de transport pour émission, hein, pour transmettre, bien sûr, le message sur le réseau au client, bien sûr. Regardez. Euh, le point E que je trouve ici côté client, c'est-à-dire après la réception de la réponse. Regardez, il reçoit bien sûr le E. Les arguments de retour sont dépactés. On a reçu un message avec des arguments. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le message pour récupérer les paramètres qui représentent les résultats. Le délai de garde armé au point A et désarmé. C'est-à-dire, le timer qu'on a activé au début quand on a envoyé la requête, on va le désactiver. Un message d'acquittement avec l'identificateur de RPC est envoyé au talent serveur, bien skeleton serveur, d'accord, ou bien le step serveur. Et une fois l'accusé de réception est reçu côté serveur, le délai de garde qu'on a activé, ou bien le timer qu'on a activé au point D côté serveur sera désarmé ou bien désactivé. Et c'est bon, la communication est réalisée à 100%. Vous voyez? Bon, juste un exemple rapidement. Je sais que quand même, elle est 9h37. Voilà. Regardez un exemple rapidement. Euh, dans ce programme, côté client par exemple, on exécute cette procédure. C reçoit G, entre parenthèses, CH. CH, bien sûr, hein, c'est une variable de type string. Hein, lapin. Regardez, C reçoit G, CH. Automatiquement, on aura donc sur l'interface donc la constitution et l'envoi de la requête d'invocation. C'est l'étape 1. Regardez la requête. Regardez, c'est l'utilisation de la procédure G. C'est l'identificateur RPC. Voilà. Et le paramètre lapin. Après, on envoie la requête. C'est la middleware. Côté client, c'est la réception et analyse de la requête. Donc, regardez la requête. Identifiez d'abord l'identificateur de la procédure qui est G. Voilà. Dissocier le paramètre. Voilà. Et lancer l'exécution du service G. Regardez le service G. C'est quoi? C'est un programme. Regardez. C'est un programme. Voilà. Et à la fin, qui retourne left. Voilà. Regardez, on récupère aussi la même chose. Une fois, donc on a exécuté, invoqué, donc ce qu'on appelle invocation du métier. C'est bon, on a exécuté le service, les métiers, regardez, service métier. On a expliqué au début, voilà, chapitre précédent, le service métier. D'accord. On récupère le résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le résultat qui est left. Voilà. On va mettre C. Voilà, dans un message reply, donc en utilisant toujours l'identificateur du service avec le résultat et on envoie après le message. Le message sera reçu côté serveur. Voilà, la même chose. Il fait l'opération inverse. Voilà, il va faire une identification qui est le service demandé. Hein. Il va dévoiler le message. Donc, et pour récupérer la réponse P, voilà, et continuer après de l'exécution de message. Donc, constitution et envoi de réponse, réception pour délivrance réponse. Voilà, c'est cette étape 5 pour recevoir les. Voilà. Donc, un résumé et on termine dans ce diapo rapidement. Voilà.
Donc, le côté client, côté serveur, vous avez le talent client qui est le step et vous avez le talent serveur qui est le skeleton. Voilà. Donc, step et skeleton. Et cette procédure d'interface du site client. Voilà, c'est une interface côté client qui reçoit l'appel en mode local. Voilà, il reçoit l'appel en mode local parce que le client veut exécuter une procédure. Ce parti de programme côté client, il reçoit d'abord localement cette requête, après le transforme en appel distant, voilà, en envoyant un message. Voilà, on reçoit les résultats après l'exécution, on retourne les paramètres du résultat au programme principal. Le skeleton, ou bien le talent côté client, c'est la procédure sur le site serveur qui reçoit l'appel sous forme de message, réaliser l'appel, effectuer de la procédure, c'est-à-dire identifier le service à exécuter, donc la procédure à exécuter avec les paramètres de la requête, voilà, récupérer les résultats et construire un message et envoyer la réponse au client. Voilà, retransmettre les résultats suivant le message au client. Voilà donc cette partie. Alors, on a terminé cette partie du deuxième type de communication. Voilà, il reste peut-être, on verra, on aura l'occasion de revoir juste la semaine prochaine, juste cette partie, c'est-à-dire pour faire un résumé sur ce qu'on a fait aujourd'hui. On discutera après les avantages et les inconvénients de ce mode et en passant à au troisième mode qui est la communication RMI. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, on s'arrête ici. Voilà, on va reprendre la semaine prochaine à partir de ce diapo pour terminer la partie restante du chapitre. Vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît? Non? Est-ce que vous avez un cours maintenant? Oui, vous avez un cours. Très bien. Donc, Monsieur Larabé, ok, bon courage. Donc, on se verra la semaine prochaine, peut-être ce samedi, je ne sais pas. On va discuter avec l'assistant TP et on verra. D'accord? Bon courage. Au revoir.